Evet. Oh, il va commencer, docteur Awissi. Il n'y a pas de fin. Oh, il est en train de régler parce qu'on a l'ingénieur normalement. Ah, ok, merci.
Allô? Allô? Bonjour Hakim. Bonjour, Fatia. Allô, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, C'est parfait. oui, Hakim. Ok. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Merci. Vous m'entendez? Oui, Hakim. Oui. Ok. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, malheureusement, vu la conjoncture actuelle, nous sommes obligés de faire les cours dans des conditions assez particulières. Franchement, moi, j'aime pas le concept. Il n'y a pas mieux que le contact direct. Mais bon. Donc, je sais pas si vous avez eu déjà des cours de cardio, non? Est-ce que vous avez eu déjà des cours de cardio? Hier, Oui, on a eu Oui, 2 cours. 2 cours et 2 TD hier. Et 2 TD. Des cours de? 2 cours et 2 TD. D'accord, parfait. C'est des cours de thérapeutique ou des cours de... On a fait les bêta-bloquants et l'endocardique. endocardique. D'accord, d'accord. Donc, on va commencer avec un petit cours. Donc, j'ai préféré commencer par les antiarythmiques parce que j'avais anticipé ces soucis techniques pour la première séance. Donc, ça va être très court. Donc, ça sera un cours de thérapeutique. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des molécules antiarythmiques. Non? Hmm, Je vais démarrer. Ça ne veut pas marcher. Donc, les médicaments antiarythmiques, c'est une classe de médicaments qui a pour rôle de moduler les propriétés d'excitabilité, d'automatisme et de conduction du tissu cardiaque. Tout ça, c'est superflu, mais je pense que tout le monde connaît ce que c'est un trouble du rythme. Donc, cette classe de médicaments aura pour rôle, on va dire, soit de contrôler, soit de stopper, soit de réduire la fréquence de survenue des troubles du rythme. Et comme vous le savez, les troubles du rythme vont du plus bénin au plus grave. Certains troubles du rythme risquent de provoquer ce qu'on appelle des morts subites. Vous m'entendez? Vous m'entendez? اسكو رجعت بقيلة شوية ولا ما رجعتش؟ رجعت وراح. كوا؟ رجع وراح في ساعة درك. اسمع ساعة درك. رجع. Monsieur Teb, tu m'entends? Oui Hakim, c'est bon. Ok, donc je disais tout à l'heure qu'avant d'étudier ces molécules, il faut un peu rappeler la physiologie enfin, l'électrophysiologie cardiaque en fait. Et la cellule myocardique a cette particularité d'être dotée
d'une possibilité de dépolarisation spontanée. Donc, et ceci est dû en fait à, à cette différence de potentiel d'action, cette différence de potentiel à travers la membrane des cellules myocardiques. Et là, vous devez connaître les courants ioniques qui participent dans la genèse du potentiel d'action d'une cellule myocardique. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, D'accord. Hakim. Oui, Hakim. Hakim. Ok. Donc, en fait, pourquoi il serait intéressant de s'intéresser à ce potentiel d'action et à ces différents courants ioniques? En fait, parce que ces différentes molécules que nous allons voir vont bloquer l'un ou l'autre des courants ioniques. Donc, chaque molécule a un tropisme, donc elle va bloquer un courant ionique. Et qui dit bloquer un courant ionique dit bloquer canal ionique. Donc, il y a différents canaux ioniques qui sont chargés en fait de transférer ou de transmettre les ions à travers des pores. Donc, des pores, c'est des trous, c'est pas les pigs, d'accord? Donc, vous avez le courant d'action sodique qui va assurer une phase de dépolarisation rapide. Vous avez le courant, et vous allez voir qu'il y a une classe de médicaments qui va bloquer ce courant. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle un overshoot, qui est dû à une sortie de chlore, ça on s'en fout. Et en fait, la cellule myocardique va maintenir un potentiel d'action grâce à un courant calcique. Je ne sais pas si vous avez eu les médicaments antihypertenseurs, les vasodilatateurs, non? Est-ce que vous avez eu les vasodilatateurs? Non? Non, pas encore. Ok. Non, non. Non, pas encore. Donc, vous allez avoir une classe de médicaments, ce qu'on appelle, nous, les anticalciques. Et ces anticalciques, en plus de leurs propriétés vasodilatatrices, ont des propriétés antiarythmiques parce qu'elles vont bloquer ce courant calcique. Donc, voilà. Et vous allez avoir la phase de repolarisation qui est assurée par des courants potassiques. Donc, vous allez avoir aussi des médicaments qui vont bloquer les canaux potassiques. Et enfin, vous allez avoir aussi une deuxième phase de repolarisation qui est assurée par des mécanismes actifs, par des pompes Na+, K+, ATPasique. Ça, on s'en fout. Donc, il faut retenir le courant sodique, courant calcique et courant potassique. Et vous allez voir que vous allez, en fait, à chaque fois, avoir des molécules qui vont bloquer l'un ou l'autre de ces courants. Voilà. En fait, excusez-moi, c'est le PC de la fac. Il est, entre parenthèses, pour ne pas dire autre chose, il est trop long, il est trop long. Donc, ça progresse difficilement. Je ne sais pas si vous avez les diapos chez vous. Si? Non. Oui, Oui. oui, oui. Vous avez les diapos? Oui. Pas tous. De secours, est-ce que vous les avez? Sauf erreur, il me semble les avoir mises sur le site. Non? Alors.
pour faire. Donc, on va essayer la dernière fois avec Dr. Louisi. Si elle marche, ok. Si elle marche pas, on va faire une autre solution. Elle est d'accord pour faire un live sur Facebook ou autre solution en dehors de cette application. Parce que la connexion, elle est médiocre. Ah, خير. D'accord, merci. D'accord. Oui, c'est mieux. Mais un truc tant que الناس الكل ما عندهمش enfin diapo الكور نورمال كي تقدري تلقي ديابو تسمعيه هو. قال لك كاين واحد ما لقاوه مش درك نشوف في الميجا بالك نفسه اللي في الميجا. أرجع. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Hakim, c'est bon. Ok. Oui, الحكي. Donc, pour des raisons pratiques, on a décidé de classer ces médicaments. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire des canaux ioniques. Donc, en fonction de leur site d'action sur les différents courants ioniques, on va définir une classe. On est d'accord? Oui. D'accord. Oui, d'accord. Donc, Oui. vous allez avoir 4 classes de médicaments en fonction de leur site d'action sur les courants transmembranaires. Donc, c'est sur le blocage des canaux ioniques. Et je vous ai dit de bien retenir les courants sodiques, potassiques et calciques. Vous allez avoir la première classe qui vont inhiber les canaux sodiques. Vous allez avoir une deuxième classe et ça va être les bêta-bloquants. Et là, vous allez... je ne sais pas si vous avez un cours dédié aux bêta-bloquants. Normalement, si. Oui, On c'est a- bon de le faire. D'accord. Donc, en fait, les bêta-bloquants, ils sont mis en classe 2, mais ce n'est pas vraiment des médicaments qui sont dotés de propriétés antiarythmiques, donc ils ne vont pas bloquer des courants ioniques ou des canaux ioniques, mais ils vont plutôt agir au niveau du tonus sympathique. Là, vous êtes zen, vous êtes entre parenthèses en confinement, vous n'avez pas d'examen, vous n'êtes pas stressé, donc vous avez tendance plutôt à être vagotonique. Donc vous n'avez pas une activation sympathique, donc il n'y a pas beaucoup d'adrénaline. Donc vous allez avoir tendance à avoir un rythme cardiaque qui est plutôt lent, pas trop d'extrasystole. Est-ce que vous confirmez? Oui, oui. D'accord. Oui. Oui. Donc, les bêta-bloquants, c'est une classe de médicaments qui va bloquer les récepteurs adrénergiques au niveau des cellules cardiaques et donc s'opposer, on va dire, aux effets arythmogènes des catécholamines. Les catécholamines, vous connaissez, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, c'est des produits qui sont sécrétés par la glande surrénalienne. في عيطولها بالعربية la glande surrénalienne.
Personne ne connaît. Hein? On ne sait pas. Voilà. Voilà. Donc, Ah ouais. lorsque voilà, exactement. Lorsque vous êtes stressé, vous allez avoir des décharges adrénergiques qui vont accélérer le rythme cardiaque, qui vont augmenter l'excitabilité des cellules myocardiques. Et les bêta-bloquants, en fait, vont indirectement avoir une action antiarythmique parce qu'elles vont s'opposer en inhibant ces récepteurs, en bloquant ces récepteurs aux effets des antiarythmiques. Donc, ils n'ont pas d'action antiarythmique directe, mais plutôt indirecte. Pour ma part, concernant ce cours, je ne poserai pas de questions sur les bêta-bloquants parce qu'il y a une question dédiée. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre dédié aux bêta-bloquants. D'accord? Vous allez avoir aussi la classe 3 qui va inhiber les courants potassiques et enfin la classe 4 qui va inhiber les courants calciques. On va commencer par la classe 1. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, monsieur. D'accord. En attendant que la diapo suivante arrive, en fait, la classe 1, c'est des médicaments qui vont bloquer le courant sodique. Ah non. Et vous avez 3 sous-classes, la 1A, la 1B et la 1C. D'accord? D'accord. Donc, Oui. la 1A, avant, ironie de l'histoire, je passais sur la classe 1A. Donc, je survolais la classe 1A parce que c'est des médicaments qui théoriquement ne sont pas disponibles en Algérie. La classe 1, c'est 1A, c'est la quinidine et ses dérivés. Ça vous rappelle quelque chose, la quinidine? Traitement Non? de paludisme. Pardon? Ça vous fait rappeler quelque chose, la quinidine? Non? Antimalarique. Pardon? Traitement de paludisme. Pardon? Traitement de paludisme. Paludisme. Voilà, L'effet paludisme. quinidine. Et comme nous sommes à l'ère du Covid, donc tout le monde, il y a toute une polémique concernant, je vous donne un indice, le professeur Raoul, ça vous dit quelque chose, ça vous parle? À propos de la chloroquine. Oui, Exactement. la chloroquine. Voilà, donc la chloroquine, en fait, en cardio, on utilise la quinidine, mais c'est un dérivé donc de la chloroquine, en fait. Et comme ça bloque un peu les canaux potassiques, donc ça prolonge un peu la repolarisation, ce qui va s'exprimer sur l'ECG par un prolongement ou un allongement de l'intervalle QT qui définit un peu la repolarisation. Et si l'intervalle QT se prolonge, si la repolarisation donc, se prolonge, il y a un risque de trouble du rythme grave qu'on appelle la torsade de pointe, que vous allez voir durant les cours dédiés. Donc, la quinidine est un antiarythmique. Donc, et c'est pour ça que avant, c'est la même chose que la chloroquine. C'est pour ça qu'avant de donner la chloroquine chez les patients souffrant d'une infection Covid-19, on est obligé de vérifier le CG. D'accord? Allô? Oui, d'accord, oui. Ok. Oui, oui. On vous Ok. entend. Oui. Donc, malheureusement, ça ne progresse pas chez moi. Je ne sais pas si vous avez les diapos chez vous. C'est bon, voilà. Donc là, Non. il y a 3 sous-classes. Ça, on en a parlé. Quinidine et ses dérivés. Donc, ça vous rappelle un peu l'histoire de la chloroquine. Donc, la chloroquine, en plus d'avoir des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes, a des propriétés antiarythmiques. Là, ça va plus vite, hein. Apparemment, il est guéri, le PC. On a parlé de la chloroquine, il est guéri. J'espère que vous m'entendez.
Oui, monsieur. D'accord. Oui, Hakim. Oui, Hakim. Et la classe 1B, est-ce que vous êtes passé au pavillon d'urgence? Je suppose, hein. Est-ce que vous Oui, vous entraînez à faire des Oui. sutures ou là, des... oui, oui. D'accord. Je ne sais pas si on fait Oui. toujours les sutures à vif. Je pense que oui. La plupart du temps, oui. Oui. Donc, pour anesthésier, on utilise quelque chose que vous connaissez. Vélo. Exactement. Donc, la La lidocaïne. xylo, oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la lidocaïne. Il faut savoir qu'en thérapeutique, on doit utiliser les DCI. D'accord? DCI. Dénomination commune internationale. Donc, euh, tous les autres, c'est des noms commerciaux. En fait, la lidocaïne appartient à la classe MB. dit fait l'examen. Hein. D'accord? Donc, 3 croix. La lidocaïne est très intéressante parce que elle n'a pas d'effet inotrope négatif. Quand je dis inotrope négatif, ça veut dire qu'elle déprime la contractilité myocardique. Et elle serait intéressante donc à utiliser dans certaines situations telles que les orages rythmiques compliquant un infarctus du myocarde. D'accord? Parce que dans l'infarctus du myocarde, vous risquez d'avoir des orages rythmiques. Nous allons voir tout ça ensemble. Vous allez avoir un muscle qui est défaillant, donc la lidocaïne ne déprime pas la contractilité myocardique. Donc, elle serait intéressante à utiliser. C'est comme la lidocaïne. Donc, en plus de ses propriétés antiarythmiques, elle a aussi un effet anesthésiant, un effet stabilisateur de membrane. D'accord? C'est pour ça qu'on l'utilise en anesthésiologie. Il y a aussi le diidon, mais qui n'est pas très utilisé. Voilà, tout ça, on saute. Donc, retenir lidocaïne, intéressante en cas de troubles du rythme compliquant une phase aiguë d'infarctus. D'accord. La classe 1C, donc très intéressante aussi. Et vous avez comme exemple le flécaïnide. C'est la flécaïne qui est disponible en Algérie et c'est l'un des antiarythmiques les plus utilisés. La cibenzoline et la propafénone, c'est des molécules qui ne sont pas utilisées dans les pays francophones. Donc c'est plutôt les pays anglo-saxons. Et comme on n'a pas pu couper le cordon ombilical avec notre chère France, donc on est plutôt orienté vers la flécaïne. La flécaïne, le problème, c'est qu'elle a un effet inotrope négatif. Donc, elle ne peut pas être utilisée si vous avez un cœur qui est malade. Donc, à retenir la flécaïne uniquement cœur sain. C'est OK? Vous m'entendez? Ok. Oui, d'accord. Ok. Oui. Donc, ça aussi, c'est une question d'examen. Donc, si je vous dis un malade qui est atteint d'une cardiomyopathie dilatée, l'antiarythmique de choix étant la flécaïne, est-ce que vous cocherez la réponse? Non. 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 Donc, uniquement cœur sain. Et Non. je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White. C'est des gens qui ont un faisceau accessoire qui va communiquer directement l'oreillette au ventricule sans passer par le nœud AV, le nœud auriculo-ventriculaire qui constitue ce qu'on appelle un filtre. Et là, c'est des gens qui ont tendance à avoir des troubles du rythme, graves, parfois mortels, surtout s'ils sont sportifs. Et donc, la flécaïne est très intéressante dans cette indication parce qu'elle a très peu d'effets secondaires. En fait. D'accord? Et en fait, c'est des médicaments qui est actif, qui est efficace sur tous les troubles du rythme, à n'importe quel étage, ventriculaire, auriculaire, jonctionnel. Sauf qu'il ne faut jamais l'utiliser chez quelqu'un qui a un IDM récent ancien, insuffisance cardiaque, quelqu'un qui a un trouble de la conduction ou en association avec certains autres bêta-bloqueurs. Donc, à retenir, flécaïne égale cœur sain. Ça, c'est clair. Voilà. La classe 2, donc je me répète un peu, c'est tous les bêta-bloquants. Tous les bêta-bloquants appartiennent à la classe 2. Donc, ce n'est pas des médicaments antiarythmiques à proprement parler, mais c'est plutôt des médicaments qui ont une action antiarythmique indirecte en bloquant les effets arythmogènes des catécholamines.
Donc, tous les bêta-bloquants appartiennent à la classe 2, sauf le sotalol. Donc, le nom commercial, c'est le Sotalex. Et c'est une molécule très intéressante parce qu'elle associe des effets de classe 2 et des effets de classe 3 que nous allons voir. Et c'est pour ça qu'on va le classer en classe 3. Et je vais rebondir directement sur la classe 3. C'est des antiarythmiques qui vont bloquer les courants potassiques, donc qui vont bloquer la repolarisation et qui vont allonger la repolarisation. L'amiodarone est un médicament très utilisé. Donc, dans le commerce, vous allez trouver la molécule sous le nom de cordarone. Je ne sais pas si vous connaissez. Allô? Oui. Non. Non. Cordarone. Vous Non. avez entendu parler de ça? Non, Non. D'accord. non, non. Donc, cordarone, médicament très utilisé, sauf que actif, efficace sur tous les troubles du rythme, quel qu'en soit le type. Sauf que, donc là, vous pouvez revoir un peu les indications. Je ne vais pas m'attarder parce que j'ai pas trop de temps. Le message que je veux transmettre, c'est que la cordarone est très efficace sur tous les troubles du rythme. Pour maintenir un rythme sinusal chez quelqu'un qui a de la fibrillation auriculaire, pour bloquer aussi des troubles du rythme à l'étage ventriculaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être utilisée même chez quelqu'un qui a un cœur malade, qu'il s'agisse d'une CMD, d'un post-infarctus, d'une phase aiguë d'infarctus. Donc, c'est un peu la molécule miracle. Et ça a un prix. Donc, comparé à son efficacité, il y a beaucoup d'effets secondaires, notamment des effets secondaires thyroïdiens. Donc, un usage au long cours. Et vous savez que nous sommes une zone endémique de maladies thyroïdiennes. Donc, communément, on parle de goitre. Vous êtes d'accord? Donc, un Oui. usage prolongé Oui. voilà, un usage prolongé d'amiodarone risque de soit provoquer ou déclencher une maladie thyroïdienne déjà méconnue ou sous-jacente. D'accord? Donc, d'ailleurs, elle est contre-indiquée en cas de désordre thyroïdien. Elle peut provoquer aussi des fibroses pulmonaires, une photosensibilisation. Donc, à retenir, cordarone, molécule efficace. Par contre, beaucoup d'effets secondaires. Juste une petite parenthèse pour coller en fait à la conjoncture, à la situation actuelle. La cordarone allonge le QT. Et j'ai parlé de la chloroquine. Donc, il faut faire attention aux gens. Je ne sais pas si le jour où vous allez pratiquer, vous allez avoir toujours à gérer des Covid-19. Bon, ça va être des Covid combien? 23? Allô? Oui, oui. Oui. Donc, la chloroquine ne peut il faut faire attention chez les gens qui sont sous amiodarone et chez qui vous allez prescrire de la chloroquine. Donc, ça risque d'allonger davantage le QT et déclencher des troubles du rythme. En fait, le but des boîtes pharmaceutiques, c'est pas vraiment de sauver des vies, c'est plutôt de gagner de l'argent. Vous êtes d'accord? Donc, ce sont dit, s'il y a un gros marché pour Oui. la cordarone, pourquoi ne pas produire une molécule qui aurait les mêmes effets que la cordarone, mais qui serait peut-être moins toxique que la cordarone? Et là est née la dronabinol. C'est un peu, en fait, c'est le petit-fils de la cordarone. Sauf que c'est une molécule qui s'est avérée en fait toxique sur le plan hépatique. Donc il y a eu un enthousiasme immense par rapport à cette molécule. Finalement, en phase 4, c'est-à-dire en pharmacovigilance, on s'est rendu compte que c'était pas une molécule aussi, on va dire, inoffensive qu'on le pensait. En fait, la classe 4, c'est les antiarythmiques. Et là, vous allez voir ça dans les vasodilatateurs. Il faut juste dire deux mots. Tous les anticalciques n'ont pas d'effet antiarythmique. Il y a uniquement le diltiazem, c'est le tildiem dans le commerce, qui est à la fois antihypertenseur parce qu'il est vasodilatateur et antiarythmique parce qu'il va bloquer le nœud AV. En bloquant le nœud AV, il va donc